Arrêt sur image. في عري سور إيماج اليوم ضيفنا الصحفي والكاتب ألان غريش باش نتعرفوا عليه وعلى موقفه فيما يتعلق بالوضع في غزة وهذه الحرب كيف يقرأها، وخاصة أنه هو المختص في هذا المجال لأنه عنده عدة كتابات وقراءات وكان خدم على هذا الموضوع مدة سنوات. Donc notre invité aujourd'hui à GeoExpress est le journaliste et essayiste Alain Grèche, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique et directeur du journal en ligne Orient 21, auteur de nombreux ouvrages sur le Proche-Orient. Votre dernier article dans le Monde diplomatique s'intitule Barbare et civilisé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Alain Grèche, après plus de 40 jours de cette guerre à Gaza, comment vous évaluez la situation sur le plan militaire, territorial et humanitaire? Bon, d'abord, il faut évaluer les conséquences humanitaires. Je veux dire, même si ce n'est pas le seul aspect, je veux dire, les destructions de ce niveau, en un temps aussi bref, avec des centaines de milliers, sans doute 1,5 million de gens déplacés, avec plus de 10, sans doute 12, 15 000 morts, avec ce niveau de violence, est vraiment sans précédent. Je veux dire, il n'y a pas eu, durant le conflit ukrainien, autant de morts civiles qu'il y en a aujourd'hui à Gaza. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut repartir du 7 octobre, c'est-à-dire que le 7 octobre a été une opération à la fois militaire, puisque elle a abouti à la mort de 350 soldats israéliens, la prise de bases militaires israéliennes, mais elle s'accompagnait, c'est vrai, d'un certain nombre de crimes de guerre. Mais, je veux dire, on ne peut pas réduire à ça, parce que si on parle de crimes de guerre, c'est sans doute depuis des années le gouvernement israélien qui est responsable de la plupart des crimes de guerre qui ont été commis dans cette région. Et le 7 octobre ne vient pas comme une surprise. Ce qui est une surprise, c'est la capacité du Hamas à mener cette opération. Mais le 7 octobre, c'est simplement la concrétisation du fait qu'il y a une occupation qui se continue depuis 50, 60, 70 ans, sans intervention de la communauté internationale, et qui permet à Israël de renier petit à petit les territoires occupés, d'opprimer les Palestiniens et d'agir en toute impunité parce qu'elle dispose, le pays dispose, Israël, du soutien américain et maintenant du soutien européen. On l'a vu avec la manière dont les pays européens finalement acceptent ces morts. Simplement, il y a un moment où on dit oh, il faudrait pas qu'ils tuent trop de Palestiniens. Mais c'est combien trop de Palestiniens? 8 000, 9 000, 10 000? Donc, cette impunité israélienne, c'est ce qui a créé le 7 octobre. C'est-à-dire que on ne peut pas commencer au 7 octobre. C'est pas l'histoire de la Palestine et d'Israël, ça date de décennies. Et il faut comprendre que tant que durera cette occupation, il y aura des formes de résistance palestinienne qui seront menées. Et je crois que même la destruction à une large échelle de Gaza ne va ni régler le problème, ni éradiquer le Hamas, ni aboutir à la stabilité, au contraire, puisque on va en revenir sur ces objectifs maintenus par Netanyahou. Vous venez de dire que la capacité de Hamas est une surprise. Sur quel plan? C'est-à-dire sur la gestion de l'opération, sur la planification, sur le timing? C'est d'abord la gestion de l'opération. Je veux dire, je dirais, je crois que durant la guerre israélo-arabe de 1967, Israël avait perdu 800 hommes. Là, ils en ont perdu 350 en une journée. Donc, alors que le Hamas, c'est simplement une organisation, c'est pas un gouvernement. Ça a été un choc et ça a créé un choc en Israël avec des conséquences qui sont en partie négatives, mais d'une certaine manière, ça a montré clairement les Israéliens ne peuvent pas vivre en sécurité tant que l'occupation continue. Et donc, c'est ça qui est important. Et le Hamas a réussi aussi à remettre la question palestinienne au centre de l'échiquier politique et diplomatique. C'est-à-dire, à la veille du 7 octobre, on était dans l'idée d'une normalisation entre différents pays arabes et Israël. Il y avait des négociations entre les Saoudiens et Israël pour établir des relations diplomatiques. Tout ça vole en éclats et c'est une victoire du Hamas et aussi une victoire plus large des Palestiniens. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de stabilité sans paix sans État palestinien.
إذن في تقييمه للأوضاع اللي بعد 40 يوم من هذه الحرب تقريبا يقول أنه أهم نقطة هي الأوضاع الإنسانية، يعني ملايين النازحين، عدد كبير من القتلى وخاصة في صفوف الأطفال، فما عنف كبير لم تشهده من قبل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. 7 أكتوبر هي عملية عسكرية لردة فعل على ما تفعله إسرائيل من سنوات، يعني هذه المسألة لم تبدأ يوم 7 أكتوبر. 75 سنة من الاحتلال مع الدعم الأوروبي والأمريكي، كان هو 7 أكتوبر هو ردة الفعل. وربما المفاجأة الكبرى هي كانت حماس، والمفاجأة على مستوى التنظيم الذي يعني بيّنته حماس وما قامت به على مستوى إدارة المعارك، وهذا ما يجعل أنه حتى إسرائيل لا يمكنها أن تبقى في حالة سلام ما دام هناك استمرار وتمسك من قبل إسرائيل بالاحتلال. Donc, comme vous savez, Monsieur Alain Grech, dans une guerre, il y a toujours des éléments de propagande. Et dans cette guerre, Israël a bénéficié d'un seul discours, on va dire même imposé, qui se résume, imposé même pour les médias, on a vu les médias en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, partout, qui se résume à dire que Hamas est un organisme terroriste, Israël a le droit de se défendre. Donc, à quel point cette dualité a fait bénéficier Israël pour les premiers jours, on va dire, et a été contre Israël les derniers jours. Oui, c'est sûr que dans les premiers jours, on a assisté à une opération de propagande d'abord israélienne, ensuite occidentale, qui est absolument sans précédent. C'est-à-dire, c'est pas seulement un soutien au discours israélien, du droit, Israël a le droit à se défendre, ça n'a aucun sens en droit international. Je veux dire, Israël ne peut pas se défendre contre des gens qui sont dans un territoire qu'il occupe. Et malheureusement, l'acceptation en Europe et aux États-Unis de ce discours a fait que les médias ont été... Alors bien sûr, il y a des voix critiques dans les médias. Il y a certaines personnes qui défendent des positions différentes. Mais là, c'est la première fois depuis très longtemps, et ça fait 50 ans que je suis le conflit de Proche-Orient et que je vois l'évolution des médias, et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un tel discours unique, avec une mise à l'écart et une stigmatisation de tous les gens qui tiennent un discours différent. Le problème, c'est pas je ne pense pas qu'il faut que je sois seul ou les thèses que je défends soient seules à être présentes, mais qu'il faut qu'elles soient présentes. Or, elles ne le sont pas. Et en plus, réellement, je pense que malgré cette propagande, l'opinion publique française et européenne n'est pas dupe, et que le soutien aux Palestiniens et la responsabilité d'Israël dans ce qui se passe à Gaza est de plus en plus, est bien comprise. Et il faut dire qu'avec les images que nous voyons, avec le fait que nous voyons que les mensonges d'Israël à propos du fait que le quartier général du Hamas était à l'hôpital El-Shifa, ce qui montre ces trois Kalachnikov, et ils disent, là c'est la preuve que les gens étaient armés. C'est-à-dire, c'est vraiment une propagande très stupide, mais tout ça, je dirais, favorise l'évolution de l'opinion, et je pense que ça fait pression aussi sur les gouvernements européens. Il y a eu une petite inflexion du gouvernement français et d'autres en disant il faut arrêter le massacre. Mais encore une fois, je dirais, je trouve que c'est un peu tard. Mais il a fallu 40 jours pour dire ça. Pardon? Mais il a fallu 40 jours pour changer de position. Oui. Si vous voulez, je viens de sortir un livre qui s'appelle Un chant d'amour sur l'histoire des relations France-Palestine-Israël. Et je montre que depuis, en gros, la présidence Sarkozy, c'est-à-dire le milieu des années 2000, il y a un changement de la politique française. Oui, on va parler de ça dans une seconde partie. Ah, d'accord, ok. C'est-à-dire par rapport à la question précédente, cette dualité, le terrorisme et le droit de se défendre, cette dualité a posé la question de la légitimité de la résistance d'un peuple occupé face à une force occupante dans une guerre asymétrique. Comment ça a été présenté, d'après vous? Bon, ça a été présenté comme du terrorisme. C'est-à-dire depuis une quinzaine d'années, de toute façon, depuis le 11 septembre et la campagne déclenchée par Bush, le président américain, sur la guerre mondiale contre le terrorisme,
il y a un changement de la vision de ce qui se passe au Proche-Orient. On ne voit plus un peuple occupé et un occupant, on voit essentiellement une affaire de terrorisme. Et on dit Israël lutte contre le terrorisme, ça ne veut rien dire, on pourra revenir sur qu'est-ce que c'est le terrorisme, ça ne veut rien dire, mais ça permet de justifier auprès de l'opinion le fait qu'on massacre des milliers et des milliers de gens. Puisqu'on parle du terrorisme, c'est une occasion de revoir avec vous. Il y a quelques jours, vous étiez l'invité d'une émission et vous avez dit que si on va considérer Hamas est un organisme terroriste, donc Israël aussi est un État terroriste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore plus les détails de votre idée? Moi, en général, franchement, je n'utilise pas le terme de terrorisme pour qui que ce soit. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de définition internationale. L'Union européenne dit que Hamas est une organisation terroriste. D'abord, elle est la seule avec les États-Unis. Le reste du monde ne considère pas du tout Hamas comme une organisation terroriste. Et comme je le dis toujours, je ne sais pas ce que c'est une organisation terroriste parce que personne ne veut instaurer le terrorisme. Vous pouvez dire qu'est-ce que c'est une organisation communiste. En tout cas, si on revient au droit international humanitaire, c'est-à-dire le terrorisme est lié avec l'idée de l'intention, par exemple, de commettre des génocides ou de commettre... Non, mais si vous voulez, si on dit le terrorisme, c'est ce qui provoque des morts civiles. Moi, je préfère utiliser les termes de droit internationaux, il y a des notions de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et j'ai dit que dans l'attaque du 7 octobre, il y a eu des crimes de guerre qui ont été commis. Mais restons si vous voulez, quand vous utilisez le mot terrorisme, c'est une manière de présenter la lutte comme une lutte entre le bien et le mal. Il y aurait les méchants et il y aurait les gentils. C'est une manière aussi d'écarter toute analyse politique, c'est-à-dire de dire que la violence, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a une cause. Elle n'est pas née de rien, elle est née de l'occupation. Donc c'est ça qui est, à mon avis, le plus important. Et d'autre part, en désignant, j'ai rappelé aussi il y a plusieurs fois que le terme d'organisation terroriste, il a été utilisé contre le Front de libération nationale algérien, contre l'ANC sud-africain, contre l'armée républicaine irlandaise, toute une série de groupes qui après ont été reconnus et ils sont devenus, en général, ont créé des gouvernements. Donc, c'est vraiment un terme démagogique, mais bon, ça sert à faire peur à l'opinion en Occident, où effectivement, après le 11 septembre et en France, après les attentats de 2015, à la fois contre Charlie Hebdo et l'hypercachère et ensuite contre les attentats du 13 novembre, il y a une peur dans l'opinion qu'il faut essayer, enfin que certains essayent d'utiliser. Mais je dirais ça n'a, aucune signification politique. Il faut sortir de ça et se dire qu'est-ce qui aujourd'hui crée la violence. Et comment arrêter cette violence et comment arriver à une solution politique. Pour ça, il faut qu'il y ait une solution politique. Ça fait... On va voir les éléments de cette solution politique. Juste, je résume en arabe. Donc, فيما يتعلق بالبروباغندا الإعلامية وهي من آليات العمل في أي حرب، إسرائيل اعتمدت على يعني تغيير المفاهيم في اعتبار في توجيه، وحتى هنا كان نشوفوا وسائل الإعلام الغربية الكل اصطفت في نفس التوجه، حتى تصريحات رؤساء الدول الغربية أنه ما تقوم به حماس هو عمل إرهابي، بينما هي يخول لها الدفاع عن نفسها. وقت اللي هو نشوفوا احنا الوضع ما نجموش نعتمدوا هذه المصطلحات في وضعية الاحتلال. احنا نعرف انه اسرائيل هي دولة محتلة وفلسطين هي يعني حركة مقاومة للاحتلال. التصريحات الغربية اليوم اللي كانت تدعم يعني اسرائيل، فما تغيير نوعا ما في المواقف في الفترة الأخيرة، خاصة المشاهد اللي شفناها اللي أكدت بعد اقتحام إسرائيل للجيش الإسرائيلي للمستشفى شفاء في محاولة لإثبات أن هناك قاعدة عسكرية ومقر لقيام حماس بالعمليات وتخزين ربما الأسلحة وحتى وجود رهائن. وصل إلى عدم إثبات ذلك لأنه فقط بعض الأسلحة الخفيفة واللي ما ترتقيش حتى لإثبات أي مسألة. فما وجهة نظر جديدة يقول هي بدأت تحكم العالم بعد 11 سبتمبر للشرق الأوسط، واللي من خلالها تم يعني كل شيء يقع ترجمته بالإرهاب ووصف الإرهاب، وأن العالم يعني تحديدا العالم الكل أمريكا وإسرائيل يعتبرون أنه حماس كتنظيم إرهابي. هذا
ما ننساوش انه يعني تصنيف حماس كمنظمه ارهابيه فقط عند الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه فقط. يعني تبقى هي مساله خاضعه لتصنيفات ومعايير تعتمدها تلك الدول، ولا يعني انها صحيحه. حتى باش نشوفوا فيما بعد الحل السياسي في شنية العناصر نتاعو. Donc si je rebondis avec vous concernant les derniers points, effectivement, on a vu que le débat tourne autour l'antisémitisme, le terrorisme, l'islamisme, et pas autour des valeurs, par exemple, du droit de l'homme, pas autour de la lecture, comme vous venez de dire, la lecture historique des causes de ce conflit, et aussi chercher une analyse profonde qui prend en considération tous les éléments politiques, historiques et tout en ce qui concerne la guerre à Gaza. Est-ce que c'est voulu ou ils ont été dépassés par l'événement? Bon, je veux dire, il y a une volonté de dépolitiser ce qui se passe, encore une fois, de présenter ce qui se passe comme une lutte entre le bien et le mal, et ça en écartant l'analyse politique. En même temps, on a constaté depuis quelques jours un infléchissement du discours américain et du discours européen en disant une fois que tout ça sera fini, il faudra revenir à la solution des deux États. On ne sait pas s'il faut pleurer ou rire en entendant ça. C'est-à-dire que ça fait 15 ans que tout le monde dit la solution à deux États, les Occidentaux, mais qu'en même temps, ils continuent à aider Israël et à soutenir Israël comme s'ils n'avaient pas la colonisation. Si les Européens et les Américains sont sincères sur l'idée de deux États, un en Cisjordanie, Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale, et l'autre Israël, il faut faire pression sur la partie qui refuse cette solution, c'est-à-dire les gouvernements israéliens successifs, pas seulement celui de Netanyahou, les gouvernements précédents. Il faut faire pression sur eux, il faut des sanctions pour imposer qu'ils se retirent des territoires occupés, qu'ils démantèlent les colonies et qui s'engagent sur une solution politique. Or ça, le gouvernement américain n'est même pas capable d'obtenir une trêve à Gaza. Et qui peut penser qu'après la guerre, il va être capable d'imposer au gouvernement israélien qui se retire des territoires occupés. Donc on est dans une impasse grave parce que, en plus, on est dans un conflit qui peut demain déborder au Liban et au-delà et avoir des conséquences sur la paix à la fois régionale et mondiale. Est-ce qu'après le changement de la position de la France par rapport à ce qui se passe à Gaza et le changement de discours d'Emmanuel Macron, bien que c'est-à-dire ça a été avec double sens. Il y avait une déclaration pour les médias, et en même temps il y avait des efforts de rassurer Netanyahou qu'on est toujours avec vous. C'est-à-dire la diplomatie et la politique française aujourd'hui au Proche-Orient, depuis De Gaulle à Macron, a changé. Est-ce qu'elle est aussi proche de la question palestinienne ou c'est une cause qui n'intéresse plus la diplomatie française? Bon, il y a eu ces dernières années une conviction parmi les diplomates français, mais européens aussi et américains, l'idée que la question palestinienne était terminée, qu'il y avait une normalisation entre Israël et les pays arabes et que la question palestinienne était marginale. Mais au-delà de ça, si vous voulez, ce qui a changé en gros autour des années 2000, avec l'élection de Nicolas Sarkozy, c'est le fait que la grille d'analyse du conflit a changé. Avant, la position de la France était deux choses. C'était de dire, il y a une occupation et un peuple occupé qui lutte contre l'occupation. Et deuxièmement, il ne peut pas y avoir de relation bilatérale normale avec Israël tant que l'occupation dure. Aujourd'hui, le gouvernement français dit, d'abord, ne regarde plus ça comme une affaire occupant et occupé, il regarde ça à travers la grille de lecture de la guerre contre le terrorisme. C'est-à-dire de dire, finalement, ce qui se passe en Israël-Palestine, c'est pas une guerre de libération, c'est pas un mouvement de libération, c'est une lutte contre le terrorisme. Et dans cette lutte, nous considérons, Européens, Américains, qu'Israël est notre allié. Et donc, il n'exerce aucune pression sur Israël. C'est-à-dire, il faut rappeler, par exemple, que c'est l'Union européenne qui finance largement l'autorité palestinienne. Oui.
Et avant les accords d'Oslo, c'est Israël qui payait. Nous payons à la place des Israéliens. Les fonctionnaires palestiniens avant 2013, avant 1993, étaient payés par les Israéliens. Aujourd'hui, c'est payé par nous. On construit des infrastructures, quelques infrastructures en Cisjordanie. Elles sont régulièrement détruites par les Israéliens et on fait comme si, et on les refinance et on va les reconstruire. Ah, bien sûr, on va avoir quelques protestations, mais là aussi sans aucune pression sérieuse sur Israël. Donc on a une incapacité ou une non-volonté des gouvernements européens et du gouvernement français qui, il fut un temps, jouait un rôle important après le général de Gaulle, mais même encore dans les années 80, 90 avec aussi bien Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac. Aujourd'hui, il y a une désertion totale de la France de ce terrain palestinien. Effectivement, aujourd'hui, remettre les Palestiniens au centre du débat n'est plus une option, c'est une urgence pour la cause palestinienne qui a été, comme vous venez de dire, marginalisée, surtout par les accords d'Abraham, ces accords de normalisation, surtout depuis 2020 avec les 4 pays arabes. Est-ce que les accords d'Abraham et de normalisation qui ont marginalisé en quelque sorte la cause palestinienne n'auront plus le même, on va dire, rythme d'accélération qui a été prévu surtout avec l'Arabie saoudite? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un coup d'arrêt qui a été porté. C'est une des victoires du Hamas d'avoir réussi à porter un coup d'arrêt. Arrêt ou reporté? D'après vous, est-ce que ça sera reporté en fonction de l'évolution de la situation ou c'est arrêté une fois pour toutes? On peut jamais dire arrêter une fois pour toutes, mais c'est sûr que c'est un coup très grave porté aux accords d'Abraham et aux différentes tentatives de normalisation entre les pays arabes et Israël. Alors bon, les réactions sont différentes dans les différents pays. Au Maroc, il y a d'importantes manifestations populaires pour rompre les relations avec Israël. Ailleurs, c'est différent, mais il y a aussi par exemple ça en Jordanie, où les relations entre la Jordanie et Israël existent depuis 1993 ou 1994. Donc il y a effectivement un mouvement d'opposition. On a vu que les Saoudiens ont arrêté pour l'instant la discussion avec Israël. On a vu le Soudan. C'est un pays pas très important aujourd'hui, mais c'est un pays qui avait aussi normalisé avec Israël et qui a soutenu le Hamas et l'action du 7 octobre. Donc, je pense que les opinions publiques dans le monde arabe sont à 99,99% en soutien aux Palestiniens et que les gouvernements arabes sont obligés de le prendre en compte. D'accord. Et que ça peut, à mon avis, ça va en tous les cas pour les mois et peut-être les années à venir freiner le rapprochement qu'Israël espérait en oubliant la Palestine avec les pays arabes. باش نحاولوا نتعمقوا فيما بعد معاه فيما يتعلق بالحل هو كان اقترح أنه يجب الرجوع إلى حل الدولتين، هل ممكن ذلك أم لا؟ رغم أنه يقول هو مضحك جدا أنه اليوم نعاود نرجع لهذا الحل بعد أن تعكرت الوضعية وأصبحت يعني هناك يعني ضحايا كبرى. يجب الضغط على الحكومة الإسرائيلية لقبول هذا الحل وفرض عقوبات حتى يعني تقبل إسرائيل بذلك، وهناك تمييع للقضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة خاصة بعد سلسلة عمليات التطبيع واتفاقية أبراهام التي تم إمضاؤها مع الدول العربية اللي نعرفوها، الإمارات المتحدة، المغرب والبحرين. من أهم الأشياء اللي نجم نقولوا فازت بها حماس في هذه الحرب هي وقف عمليات التطبيع مع الدول العربية وخاصة فيما يتعلق بالسعودية. الرأي العام تقريبا 99% هو يقف مع حماس. Monsieur Alain Grèche, si on va essayer de décortiquer un peu la situation pour arriver à peut-être une solution possible et réalisable. Aujourd'hui, le peuple palestinien est éparpillé ou on va dire cassé en plusieurs morceaux. Ils sont à Gaza, en Cisjordanie, à Israël, ceux qui ont la nationalité israélienne, au camp palestinien de Jordanie, Syrie, Libye et dans le diaspora.
Alors, comme vous le savez, ils ont pas leur droit politique. Alors, en absence de reconnaissance de leur droit politique, cette région restera toujours instable et même la solution de 2 États n'est plus possible? Écoutez, le point de départ pour toute solution, c'est le fait que sur le territoire historique de la Palestine aujourd'hui, vivent en gros 7,5 millions de juifs israéliens et 7,5 millions de Palestiniens. Et que toute solution, quelle qu'elle soit, devra prendre en compte cette réalité. Alors, aux accords d'Oslo, l'idée c'était de partager en 2 États, de prendre en compte cette réalité en disant il y aura un État indépendant palestinien à côté d'Israël. Cette solution a échoué et elle me semble aujourd'hui difficilement réalisable parce que il s'est installé en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, je crois, 750 000 colons, dont on voit mal comment un gouvernement israélien serait capable de renvoyer chez eux. Donc, mais en même temps, la solution politique, c'est pas, enfin, elle pourra pas être imposée de l'extérieur. C'est-à-dire, elle est l'affaire des Palestiniens, des Israéliens aussi, et il faudra trouver une solution. À ce stade-là, il est clair qu'il n'y a pas de solution politique, en termes ni un État, ni 2 États, mais il y a un combat qui est mené, qui est à mon avis un combat que personne ne peut contester, c'est de dire, écoutez, sur cette terre de Palestine vivent, comme j'ai dit, 7,5 millions de Juifs et 7,5 millions de Palestiniens. La première revendication, c'est celle de l'égalité de tous les citoyens. Et ça, c'est qui peut refuser l'idée que sur le même territoire, des gens qui vivent sur le même territoire demandent à bénéficier des mêmes droits et des mêmes devoirs. Et je pense que ça, c'est un combat qui est mené aujourd'hui par un certain nombre de forces palestiniennes, par quelques Israéliens aussi, et je pense que c'est l'avenir. Mais en termes de solutions politiques, de négociations, etc., à court et même à moyen terme, je n'en vois pas. D'accord. Et comme vous le savez, Netanyahou a déclaré que l'objectif de cette guerre est d'éradiquer Hamas et la libération des otages, ainsi que l'occupation de Gaza. En essayant de trouver une solution, si on va trouver un vis-à-vis pour la négociation afin d'atteindre ou bien de réaliser une solution, d'après vous, quelle sera la partie palestinienne qui peut représenter les Gazaouis? Est-ce que ça sera toujours le représentant de Hamas à Gaza, Sinwar, ou l'autorité palestinienne, c'est-à-dire avec Mahmoud Abbas? Écoutez, ce qui est toujours intéressant quand on discute de ces questions en Europe, c'est il y a cette volonté de dire, bon, on peut négocier avec ces Palestiniens-là, mais pas avec ceux-là, parce que le Hamas ne reconnaît pas Israël. En même temps, les mêmes qui disent ça, disent on peut tout à fait négocier avec le gouvernement israélien, qui contient en son sein des extrémistes fascistes, suprémacistes juifs, qui disent clairement, non seulement qu'ils ne veulent pas d'État palestinien, mais qu'ils ne veulent pas des Palestiniens du tout. Moi, je dis, s'il y a une négociation, elle se fera avec les gens que les Israéliens nommeront d'un côté, et de l'autre, les Palestiniens nommeront. Le Hamas a fait aux dernières élections libres, c'était en 2006, je crois 46% des voix en Cisjordanie et Gaza. Essentiellement, enfin, beaucoup plus à Gaza, un peu moins en Cisjordanie. Il est une des grandes forces. Et penser qu'on aura une solution sans le Hamas, ou penser même qu'on va détruire le Hamas, me semble relever de l'illusion de tous les colons, de toutes les forces coloniales et toutes les puissances coloniales qui ont pensé qu'elles pouvaient éradiquer les mouvements nationalistes et choisir qui étaient les bons nationalistes avec qui on négociait. Ça n'a pas été le cas, ça a toujours été refusé, ça a été refusé en Tunisie comme en Algérie, etc. Et je pense qu'en Palestine, ça sera refusé aussi. Une dernière question, Alain Grech, d'après vous, cette guerre va continuer encore des mois ou vous êtes optimiste? Écoutez, franchement, c'est très difficile de prévoir. Ce qui est sûr, c'est que les objectifs que s'est fixé Netanyahou sont des objectifs inatteignables. La seule chose qu'il peut faire, c'est encore détruire plus Gaza. Mais il ne va pas éradiquer le Hamas, il ne va pas instaurer la stabilité, même autour de Gaza. Et il y a les dangers d'extension du conflit, non seulement au Liban, mais aussi en Jordanie, mais aussi en Irak, où on a vu un certain nombre de milices proches de l'Iran
attaquer des bases américaines. On a vu aussi les Américains déployer des forces extraordinaires d'ailleurs. Quand on pense à la disproportion de force entre Israël et le Hamas, les États-Unis trouvent le moyen d'envoyer 2 porte-avions dans la région, un sous-marin nucléaire, d'envoyer des centaines d'hommes pour protéger qui? Pour protéger Israël. On est vraiment dans une situation absurde et je dirais ce qui est inquiétant, c'est que comme Netanyahou n'est pas capable d'atteindre ces résultats, il peut aller vers n'importe quelle aventure. Aujourd'hui, il y a des gens dans son gouvernement qui d'un côté demandent qu'on éradique les Palestiniens en Cisjordanie, et je veux dire, il y a eu des centaines de morts en Cisjordanie. Je veux dire, on parle beaucoup de Gaza, mais la Cisjordanie, c'est inquiétant, et il y a des gens qui demandent qu'on attaque le Liban et le Hezbollah, avec le risque d'une guerre régionale, et peut-être plus que ça, et c'est vraiment très inquiétant. باش نلخصوا بعجالة يعني معاهدة أوسلو هي كانت يعني اقترحت حل الدولتين، لكن اليوم واقعيا معناها هذه المعاهدة هي أولا فشلت، وحتى على مستوى الواقع يصعب تنفيذها، خاصة أنه نعرف أنه ما فماش نفس الحقوق والحريات اللي موجودة للفلسطينيين وللإسرائيليين، لكن يجب العمل على ذلك. في سؤال هل ستمتد هذه الحرب؟ قال ما يمكنش اليوم نقولوا أنه راو يقدروا يعني تحقيق هدف القضاء على حماس لأنه ستستمر، يمكن مزيد من تدمير البنية التحتية، وخاصة أنه نتنياهو لا يمكنه فعل أي شيء لتحقيق أهدافه السياسية. Alain Grech, je vous remercie pour cette interview et cette analyse pour la guerre à Gaza. Et espérons vous voir encore une fois prochainement avec nous à Radio Express FM. Merci. Merci beaucoup à vous pour l'entretien. Merci.